suis de retour chez nous. Maître, c'est la belle qui a tué la bête. Bienvenue à Sunnyside, mes petits. Je suis ton dieu. Qui crois-tu être, panda? Le Un menu Dagobert. médiéval avec le jouet. Oui, un menu médiéval. Fais ton grain. Dites-moi comment la compagnie peut faire des profits. Bonne journée. Je ne suis pas satisfait. Maman disait toujours, la vie c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. On aime l'animation et la science-fiction. Bienvenue dans Valentoons, le podcast cinéma. Je suis Cartoons Et je suis Valentin. et nous sommes réunis pour vous parler de Life of Chuck. Avant tout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Home Cinéman et la mienne, Cartoons le Clown. Nous sommes aussi présents sur X, Sens Critique, Letterboxd et Captain Watch. Et vous avez tous les liens dans la description. Si vous aimez nous écouter, il faut nous soutenir, laisser un petit pouce en l'air, partager les épisodes à vos proches et rédiger votre avis dans les commentaires, dans la bienveillance. Dans cet épisode, on va parler, avec spoiler, de Life of Chuck, réalisé par Mike Flanagan. C'est le réalisateur de Jessie, je l'ai pas vu moi, de Dr. Sleep, qui était exceptionnel, le Dr. Sleep, et la série Hunting of Hill House, elle était incroyable, Hunting of Hill House, et Bly Manor, je suis moins fan, même si c'est la suite spirituelle de Hill House. Life of Chuck, c'est produit par Intrepid Pictures et distribué par Neon aux États-Unis. J'ai pas trouvé de source fiable pour le budget, donc whatever. C'est avec Tom Hiddleston qui interprète Chuck, Chiwetel Ejiofor qui interprète Marty Anderson, ainsi que Mark Hamill qui interprète Albie, le grand-père de Chuck. Je me tourne vers toi, cher Valentin. Qu'as-tu pensé de ce film ? Alors déjà, j'aimerais faire un petit point sur Mike Flanagan, parce que il a fait d'autres films que Jessie et tout ça que j'ai pas vu. Moi, j'ai juste revu Dr. Sleep, que j'avais surkiffé à l'époque. C'est sorti en 2019, juste avant le Covid. C'était un de mes films préférés de l'année. Et du coup, c'était déjà une adaptation de Stephen King, Dr. Sleep. Ouais. Et donc, le monsieur est un petit peu expérimenté en la matière. C'est un peu bizarre parce que c'est une adaptation, mais c'est aussi une suite plus ou moins directe du Kubrick, enfin du Shining de Kubrick. Donc c'est un micmac en fait. Et d'ailleurs, c'est ce qui était particulièrement succulent dans Dr. Sleep, c'est qu'il arrivait à faire le pont justement entre l'univers de King, qui avait pas trop été respecté selon beaucoup dans Shining de Kubrick, et du coup la version cinéma. En fait, il arrivait à faire le pont entre les deux et à rassembler le tout, quoi. Je trouvais que c'était très bien fait. Pour Haunting of Hill House, j'avais commencé la série que j'avais trouvé sympa, jamais fini. J'ai pas vu Bly Manor, donc je peux pas m'exprimer là-dessus. Mais en tout cas, le mec m'a jamais déçu, et du peu que j'ai vu de lui, j'ai tout de suite adoré. Et en fait, moi, je savais même pas que Life of Chuck c'était fait par lui, qu'il allait sortir ça. J'ai appris l'existence du film la veille d'aller le voir. Donc pour le coup, j'en attendais absolument rien. Je savais pas du tout à quoi m'attendre. Et en fait, le casting m'a beaucoup intrigué, quoi. Tom Hiddleston dans un rôle de ce type-là, il est habitué à Loki par exemple, enfin de ce genre de rôle-là. Le voir dans un rôle de bon petit gars ordinaire, parce que du coup, je me permets de dire vite fait de quoi ça parle. C'est l'histoire extraordinaire d'un mec ordinaire. En fait, on va suivre l'histoire de ce monsieur Chuck. Il arrive à la fin de sa vie, et du coup, on va suivre à l'envers. Du coup, on va commencer par la fin de sa vie, puis après remonter dans son enfance et dans des événements de sa vie, et en apprendre plus sur ce mec ordinaire et qui va vivre des choses extraordinaires. Et donc, qu'est-ce qui est ordinaire, qu'est-ce qui est extraordinaire, et ça va poser plein de questions d'ordre métaphysique, d'ordre philosophique, par le biais de nombreux personnages. Voilà, en gros, c'est Forrest Gump mais monté à l'envers. Voilà. Il y a pas l'aspect historique États-Unis, tout ça quand même. Et puis bien sûr, j'ai pas lu la nouvelle de Stephen King, donc moi je parle que du film. Voilà, moi j'ai compris, je savais que c'était ce réalisateur-là, mais quand j'ai vu à la fin du film marqué nouvelle de Stephen King, je me suis dit c'est pas étonnant en fait. Donc, oui, tu sens le Stephen King derrière. Après, apparemment, il a changé beaucoup de choses, mais bon, ça je peux pas en témoigner. Et donc oui, je disais, le casting m'a beaucoup intrigué. J'adore Chiwetel Ejiofor, un de mes acteurs préférés. Et d'ailleurs, un truc très drôle, c'est que il est question de fin du monde dans le film, et il y a quelque chose de méta dans le fait que Chiwetel Ejiofor, justement, le film est en 3 parties. La 3e partie, donc la première du film, c'est là où il y a la fin du monde, et Chiwetel Ejiofor, il est présent particulièrement à ce moment-là. Et il était le héros, enfin l'un des héros du film 2012, que j'adore, c'est un de mes films préférés aussi, où il est question évidemment de fin du monde et d'apocalypse, tout ça. C'est l'un des protagonistes du film. Et donc j'aime bien ce petit côté méta. Je pense honnêtement qu'il a été choisi pour ça. Je pense qu'il y a vraiment un lien là-dessus. Et puis il y a Mark Hamill, le Luke Skywalker, qui vient pointer une tête là-dedans, surprenant. Karen Gillan
aussi, Nebula de chez Marvel. Enfin bref, un casting, tu vois, assez intriguant, une histoire, pareil, qui reste assez floue, tu vois, fin du monde, mec ordinaire, enfin c'est, tu vois, ça reste assez nébuleux tout ça, donc moi j'en entendais vraiment rien. J'ai rarement vu Mark Hamill dans d'autres films, et là je constate que le passage à Star Wars 8 l'a fait sombrer dans l'alcoolisme. Alors vas-y, toi, comment tu appréhendais le projet? Bah moi, je l'ai appris la veille son existence parce que tu l'avais mis en top 1 de ton année, voilà. Donc je me suis dit, allez, un sujet de podcast, j'y vais. Voilà, non, moi il y a plein de films, tu sais, où j'y vais juste par curiosité, sans avoir forcément d'a priori, et celui-là en faisait partie, quoi. Je me suis renseigné vite fait, et puis voilà. Et donc, voilà, moi j'entendais rien. Je rentre dans la salle, et faut savoir aussi que depuis le début de l'année, je trouve les propositions, j'essaie d'aller voir le plus diversifié possible au cinéma, donc je trouve les propositions bizarrement assez faibles cette année, en tout cas, pas un film qui m'a convaincu à 100%, à part Companion, dont on avait déjà parlé dans le podcast, je vous invite à écouter l'épisode, Companion, où j'ai vraiment été très emballé. Depuis, il y avait eu Sinners, mais voilà, 2 films, on est à la moitié de l'année, on est en juin, il y a déjà 6 mois qui sont écoulés, je trouvais cette année assez pauvre. Et je suis rentré dans la salle et j'ai été tout de suite happé par le film, et j'en suis ressorti totalement bouleversé, choqué de tout ce qui s'est passé dedans. Enfin, je le trouve incroyablement riche, avec une apparence d'incroyable simplicité. Ouais, ça correspond assez bien, ouais. J'ai été le revoir une 2e fois, parce que du coup, le film il est décousu. Et en fait, au 2e visionnage, tu te rends compte aussi, en fait, tu refais le lien avec beaucoup d'éléments que tu avais raté la première fois. Et en fait, c'est là qu'il prend toute sa complexité. Et je suis pas en train de dire qu'il faut absolument le voir une 2e fois, mais en tout cas, le 2e visionnage témoigne de la complexité non apparente forcément au premier visionnage, tu vois. Et ouais, le film est riche de plein de choses. Et en fait, il a touché des points sensibles, évidemment. C'est toujours comme ça que ça se passe. Alors du coup, on a dit qu'on en parlait avec spoiler. L'acte 3, donc la première partie du film, elle se termine sur Chiwetel Ejiofor et Karen Gillian qui sont assis dans un jardin. Et en fait, c'est une fin du monde lente, moribonde. C'est pas une fin du monde où il y a des grosses catastrophes ou quoi, ou spectaculaire. Non. Les personnages se sentent partir tout seuls, quoi. C'était juste, il faut accepter que c'est la fin. Et ils sont dans ce jardin-là, et tu vois des étoiles qui disparaissent, quoi. C'est juste la fin, tu vois, tout simplement. Et ça m'a terrifié, quoi. Ça m'a terrifié. Surtout la fin, du coup, de la séquence où lui dit, je t'aime, et là, pouf, terminé. Et en fait, ça touche un point sensible parce que c'est exactement comme ça que moi je perçois la mort. Enfin, je ne suis pas croyant d'aucune religion ni rien, et donc moi je pense que la mort c'est ça, c'est juste la fin. Point. C'est la et mort. En fait, Ce n'est pas vraiment un chasseur de primes. Tu es la on est des êtres humains sensibles, donc on s'interroge sur ce qu'il y a après, tout ça. Et donc j'ai trouvé que le film, il a mis le doigt et pile sur le point sensible, sur ce qui me fait peur, ce qui m'angoisse, tout ça. Moi, je suis pas un mec angoissé, j'angoisse de rien du tout. La seule chose qui m'angoisse, c'est la mort. Et là, forcément, il a mis le doigt dessus. Et même comment c'est amené, tu vois, le bruit quand les étoiles s'éteignent, ça m'a glacé le sang. Et en fait, je trouve ça magnifique que le film commence par cette apocalypse molle, par cette fin horrible. Parce qu'après, du coup, il te dit, voilà, tu vois, la vie, c'est comme ça va se terminer, tu vas rien pouvoir faire, enfin, t'as pas le choix, tu vois, c'est la fin, c'est la merde. Et après, il te dit, regarde, par contre, avant, t'as pu vivre des belles choses. Avant, c'est beau. Et tout le reste du film, c'est pour d'abord, il te dit, la vie, c'est de la merde. Et après, il te dit, mais avant que ce soit de la merde, c'était bien. Et du coup, tout le reste du film, c'est une ode à la vie, absolument formidable. Et puis, on revient après, avec Mark Hamill sur cette idée de, qu'est-ce que tu ferais si tu savais quand tu allais mourir ou quoi. Enfin, bon, avant de développer partout, je vais te laisser un petit peu la parole pour que tu nous dises aussi, mais ça m'a touché sur de nombreux points et j'ai trouvé ça extraordinaire. C'est mon top 1 de l'année pour l'instant. Oh, moi, je te rejoins sur pas mal de points. Alors, moi, faut savoir que malheureusement, je suis arrivé en retard à ma séance, donc j'ai dû louper 1 minute de film. Mais ouais, non, mais pareil, j'ai été transporté dans un. En fait, ma séance, ça n'a pas autant marqué que le film que je vais citer, mais en fait, j'ai eu à peu près le même sentiment d'être baladé dans une espèce de fresque onirique que devant le royaume des abysses, en fait. J'étais transporté, mais avec aucune idée de ce que je regardais. Je comprenais pas tout, mais en même temps, je me disais, c'est cool. Enfin, ce qu'on me propose est alléchant. J'ai envie d'en savoir plus, quoi. Et effectivement, cette scène que tu viens de décrire, qui est incroyable de puissance. Le sound design est excellent, j'ai envie de dire aussi durant ce passage, quand les étoiles s'éteignent. Moi, je te rejoins et je te rejoins pas parce que moi, c'est pas tellement la mort qui m'angoisse, c'est plus l'irrémédiabilité de certaines choses, tu vois. Tous les deux, on se reverra quand même un jour.
pas vrai? Tu sais, quand les personnages se résignent à quelque chose. Par exemple, moi, dans les scènes qui m'ont le plus marqué quand j'étais gosse, c'est souvent des scènes comme ça. Je pense la scène de l'incinérateur de Toy Story 3, c'est ces personnages qui sont face à l'irrémédiable. Donc il y a une ils se résignent à l'idée de voilà, c'est comme ça, c'est la fin de la ligne. Pareil, un peu pareil dans le Royaume des Abysses, justement, avec Norre qui il sait que d'ailleurs, il dit la fameuse phrase « c'est fini pour moi ». Shentia, c'est fini pour moi. Je dois partir. Donc voilà, c'est beaucoup de scènes comme ça qui m'ont marqué quand j'étais petit et c'est effectivement quelque chose qui me touche. Et surtout le reste du film, pareil, j'ai été pris dans. C'est pour ça ma blague sur Forrest Gump, elle était pas faite par hasard parce que c'est effectivement une ode à la vie, à la simplicité de la vie de quelqu'un, un peu Monsieur Tout le Monde, mais qui a ce petit truc en particulier que les autres n'ont pas. Et je parlais aussi du Royaume des Abysses parce que, alors moi je pars peut-être que ça vient du fait que j'ai loupé 1 ou 2 minutes au début, donc tu me diras. En fait, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que le twist du film, il est vendu comme une scène absolument lambda, en fait. C'est quand la maîtresse met ses mains sur la tête de Chuck et lui dit qu'est-ce que je tiens là, et en fait, c'est tout ton univers, les personnages qui font partie de ta vie. C'est là que le film vend le twist, et là, je me rappelle que, comme pour le Royaume des Abysses, lorsqu'on apprend la réalité, dans la salle, j'ai fait un gros non, et c'est exactement ce qui s'est passé ici sur Life of Chuck. Le seul bémol, c'est que je dirais que le film est peut-être un peu trop court, parce que en fait, quand le film s'est arrêté, je me suis dit mais je veux voir plus. Je sais que 39 ans, c'est court dans la vie de quelqu'un, mais vous dépassez pas le cap de sa jeunesse et du fait qu'il ait fait des claquettes à Main Street de Disneyland. Oui, mais vu que c'est un dommage. mec ordinaire, il a pas vécu de choses extraordinaires, donc finalement tu peux pas aller plus loin que ça. Enfin après, voilà, globalement, très belle expérience. J'ai carrément envie de le revoir. J'ai pas pu aller le revoir malheureusement. Et il est pas dans mon panthéon de l'année, mais il s'en rapproche. Si tu m'autorises à faire une parenthèse, parce que on parlait de l'angoisse, la simplicité de la vie, et justement de savoir quand la vie va s'arrêter. Je conseillerais du coup un autre film qui lui pour le coup est un peu au-dessus de Life of Chuck dans mon top, mais qui rejoint un peu les mêmes thématiques. Ça s'appelle We Live in Time, et donc l'amour au présent. Et pareil, il y a ce délire de le montage, les scènes sont pas dans le bon ordre en fait. Il y a pas de twist comme dans Life of Chuck, ni d'illustration aussi radicale que la scène du début qui est en fait la fin de Life of Chuck. Mais ouais, ça rejoint un peu les mêmes thématiques, et c'est un film qui m'a beaucoup touché aussi. Donc voilà, s'il faut conseiller, vu qu'on n'a pas fait de podcast là-dessus, je conseillerais bien en plus de Life of Chuck, celui-là quoi. Très bien. Moi je voulais revenir un petit peu sur le côté I contain multitudes, comme tu disais, quand la prof elle lui met les mains sur la tête et qu'elle lui dit tu vois, entre tes yeux là il y a tout ton monde. C'est tout le sens du film de dire voilà, entre ses mains il y a tout son monde, et tout ce qu'on voit c'est dans la tête de Chuck. Et j'aime bien le fait que ce qu'il y a dans la tête de Chuck reflète juste le monde entier, et que par un mec ordinaire tu ressentes le vrai monde entier. Et cette idée de tu vois les étoiles qui disparaissent, c'est un petit peu comme chaque neurone de sa tête qui disparaît, toutes ces paraboles du coup, que l'univers entier soit dans notre tête. L'apocalypse au début du film, comme je disais, tu vois, elle est lente comme le cancer qui le ronge. La fin du monde, c'est la fin de son monde, la fin de tout ce qu'il a composé. Ouais. D'où les nombreux messages publicitaires, merci pour les 39 années de Chuck, machin. Le monde s'arrête quand Chuck meurt. Et ce monde, métaphore de sa conscience, tout s'éteint à mesure que Chuck s'éteint. Et c'est le côté lancinant que j'adore. C'est le magicien d'Oz de l'apocalypse, comme ils disent dans le film à un moment, le mec qui dit ça. D'ailleurs, belle ref avec l'avion qui dit merci Chuck, comme la méchante sorcière avec son balai qui laisse traîner le Surrender Dorothy. Belle ref, encore une fois, forcément. Bref, au magicien d'Oz. Après, moi, je nuance un peu parce que c'est pas vraiment la fin du monde, c'est la fin de son monde à lui, parce que c'est. C'est ce que je disais, oui. Non, mais c'est les personnages qu'on voit, du coup, c'est pas les vrais personnages, c'est des versions fantasmées de ses souvenirs, en fait. Voilà, c'est les personnages qui vivent dans le monde que lui s'est fait dans sa tête. Ouais, voilà. Il y a plein de callbacks que j'ai repérés tout de suite, parce que genre la gamine qui fait du roller après la scène où il est fait, où il est dansé, je me dis, attends, mais il y a des problèmes de temporalité, j'ai loupé quelque chose. À tous les coups, il y a un twist, et effectivement, oui, il y a un twist, mais qui est pas vendu comme un mindfuck. Et oui, après, quand
tout se remet en place, ouais, la métaphore est hyper belle. J'ai bien envie de parler aussi de la photographie du film qui est un bonbon visuel. Et je dois t'avouer que quand le film commence, tu sais, avec ce fameux bleu là qui représente les écrans, genre il y a plus de programme télé, etc. En découvrant le film, je pensais que ça allait être un film un peu à la Vivarium. Je sais pas si t'as vu Vivarium. Oui, c'était très bien Vivarium d'ailleurs. Ouais, j'avais adoré, c'est un de mes films préférés pour tout te dire. Et attends, c'est bien avec Jesse Eisenberg, hein. Ouais, avec ils adoptent un nazi. Voilà. Ouais. Et oui, je pensais que ça allait être un truc un peu dystopique comme ça, genre je veux dire la petite banlieue, la maison, la télé qui qui met plus de programme, la même affiche d'avertissement qui apparaît de partout. Je me disais, c'est un film sur le Covid en fait. Les gens ils partent en couille et tout, donc je me disais c'est une métaphore du confinement. Qu'est-ce qui se passe ? Peut-être que c'est un sous-texte aussi que le mec a voulu dire dans sa mise en scène, tu sais, parce que quand à l'époque du Covid, tout le monde croyait que c'était la fin du monde. Peut-être qu'il y a une sous-lecture comme ça. Mais ouais, en fait le film mélange 3 genres en fait, parce qu'il y a la première partie, donc qui est la troisième partie, qui est un peu dystopique, métaphorique, un peu comme Vivarium justement. Il y a la deuxième partie qui est du coup la deuxième partie là pour le coup, qui est un peu en mode La La Land à Disneyland. Non mais c'est pas péjoratif, mais tu vois le délire que c'est. Moi je me suis cru dans 500 jours ensemble, la séquence avec le moineau en 2D là. Et après t'as la troisième qui est beaucoup plus contemplative et terre à terre quoi. Et d'où le côté que on voit encore la métaphore au Magicien d'Oz, c'est que les couleurs, encore une fois, le monde fantasmé, même s'il est en train de mourir, il pète de partout les couleurs, alors que la photographie du monde réel de la dernière partie, du coup la première partie, elle est beaucoup plus, je dirais pas terne, mais on se rapproche plus d'un étalonnage classique quoi. Et concernant cette deuxième partie là, justement où Tom Hiddleston s'arrête pour danser au milieu de la rue, j'ai trouvé ça d'une beauté, parce que il le dit après, il y a cette voix off qui a énervé beaucoup de gens, j'ai vu. Moi ça me gêne pas du tout, parce que ça m'a un peu saoulé, je t'avoue. Ah ouais? On parlait de Show Don't Tell justement, je suis pas fan des voix off à ce niveau-là. Moi ce que j'ai bien aimé, c'est que la voix off elle intervient à des moments précis, elle est pas constante pendant tout le film, mais elle intervient à des moments précis. La voix off par exemple dans la seconde partie où Chuck s'arrête pour danser, elle intervient qu'à la fin, tu vois, juste pour mettre un petit coup de surligneur sur un mot quoi. C'est pas le gros truc pendant toute la danse, elle parle pas la voix off, tu vois, t'as le Show Don't Tell puis après la petite explicitation. Oui, je suis d'accord. Mais c'est pas sur cette partie-là en vrai qu'elle m'a le plus dérangé. C'est vers la fin là, elle devient vraiment omniprésente. Bon, c'est pas un élément qui m'a gêné. En tout cas, sur la deuxième, ce que j'ai trouvé formidable, c'est particulièrement la réalisation de Mike Flanagan, où chaque plan est millimétré dans la scène de danse. C'est chirurgical. Et j'ai trouvé ça, mais vraiment, c'est un bonbon pour les yeux, pour les oreilles. Et cette morale de juste arrête-toi et profite de la vie, à un moment où justement on vient de voir quand il la perdait. En fait, c'est simple, c'est ordinaire, et pourtant ça rend de l'extraordinaire, j'ai l'impression. Et pour cette première partie du coup qui est la dernière, j'adore la philosophie le plus difficile, c'est l'attente. Que du coup sort Mark Hamill à son gamin, enfin son petit-fils, il lui sort dans son monologue que tu ne peux piger qu'au second visionnage, parce que du coup il te sort en fait tout ce qui va advenir dans le film, donc la mort de tous ceux qui... Lui il a vu la mort dans la pièce de tous ses proches, pas la sienne encore, mais il a vu celle même de sa femme. Il parle du pain, tu sais pas pourquoi il parle du pain, puis après tu te rends compte que dans la supérette, en fait sa femme elle a fait un arrêt cardiaque au rayon où il y avait des pains mis. Ce petit dialogue où en fait tu comprends rien de ce qu'il dit, puis à la fin il te dit le plus difficile c'est l'attente. Et moi cette phrase elle m'a hanté pendant toute la fin du film. Je me dis pourquoi il dit le plus difficile c'est l'attente? L'attente de quoi? Et alors peut-être que j'étais naïf et que j'ai pas fait le lien avec la première partie du film parce que j'étais à fond dans le truc, mais quand justement Chuck ouvre pour la première fois cette petite pièce où lui ne voit rien à ce moment-là, mais que Mark Hamill découvre sa propre mort à lui, du coup forcément là aussi encore une fois le point sensible où je me mets à 100% à la place de Mark Hamill, et qu'est-ce que je ferais moi si j'avais vu comme lui le moment? Et donc le plus difficile c'est l'attente, tout prend sens, et j'étais en admiration quoi. Qu'est-ce que tu ferais si tu voyais à sa place le truc? Moi je retrouve mon ex et je lui mets mon pain dans la figure. T'as pas besoin d'attendre ça pour le faire. Mais voilà quoi, toute cette idée de se préparer à la mort, prendre conscience de sa propre finitude. Mark Hamill est extrêmement touchant dans tout ce registre. Et encore une fois, tu vois, sa mort qui est d'une banalité incroyable. Ouais. Franchement, je trouve ça puissant quoi, la puissance de la simplicité. C'est vrai, ouais. Par contre, du coup, il y a bien un élément fantastique dans cette histoire, hein. La fameuse pièce. Ouais. Mais justement, tu vois, ils en font pas des caisses. Il y a mais c'est très réminiscent de Hunting of Hill House justement. Je vais pas spoiler, mais
mais c'est le film regorge d'idées comme ça, genre la pièce qui représente tout. C'est plus complexe que ça. Enfin, la série est sujette à interprétation, mais soit c'est hanté, soit c'était rationnel. Mais voilà, mais là tu vois un peu les réminiscences des précédentes œuvres du monsieur, quoi. Et puis aussi, j'ai envie de dire que quand le fantastique intervient, je dirais pas que c'est terrorisant, on n'est pas dans un film d'horreur, mais encore une fois, la réalisation et le sound design est très efficace. Hein. Genre, le moment où Mark Hamill crie dans l'escalier, oui, là, c'est une scène d'horreur. Ça fait peur. Hein. J'ai beaucoup aimé ce passage que juste après, il s'excuse, il se rend compte qu'il a gueulé, qu'il vient de terroriser son petit-fils. J'ai trouvé ça très touchant. Et tu vois, sur Mark Hamill aussi, il y a tellement de sujets abordés. Par exemple, tu vois, le monologue sur les maths. J'ai adoré ce monologue de Mark Hamill sur les maths, où il explique à son petit-fils, voilà, ben, les maths, c'est la vie, grâce aux maths, à ça, je me souviens plus exactement. Mais il te fait tout un monologue sur les maths et à la fin, il te dit, mais tu voudrais être artiste, tu voudrais danser comme ma femme, comme ta grand-mère, tout ça, mais en fait, tu pourras pas en vivre. Et tu sens le monde de Chuck qui s'écroule à ce moment-là et de dire, ben, c'est triste, mais tu auras un job dans la comptabilité. Et tu vois, là, tu abordes la question, justement, de ton avenir professionnel, de ce que tu voudrais faire, tout ça, et juste par un monologue sur les maths. J'ai trouvé ça très pertinent. Tu parles d'un truc de mathématiques et t'en viennes sur l'acceptation de ton avenir professionnel ou de ton non-avenir professionnel que tu avais envisagé à ce moment-là, enfin, de la cruauté de la vie, finalement. Parce que c'est ce qu'il lui dit. Il dit, bah, tu pourras pas faire ça. Et même si tu le veux, tu vas te planter. Et le mec alcoolique qui te sort ça, machin, enfin, il y a beaucoup de choses très touchantes. Pareil, ce délire de calendrier cosmique. Alors, j'étais déjà au fait de, tu sais, cette histoire de calendrier où, si on prend l'histoire de l'humanité sur des milliards d'années, j'ai vu en histoire ça, un concept qui m'a toujours fasciné. Et là, qu'ils le reprennent dans ce film-là. Encore une fois, ça touche le point sensible. L'histoire de l'humanité sur tous les 12 mois du calendrier, bah, le Big Bang, c'est le 1er janvier à première seconde. Et puis à la fin, nous, on arrive aux 2 dernières secondes. J'adore qu'en fait, ils aient réutilisé ce truc-là pour un objectif métaphysique et thématique du film, quoi. Que des procédés et des concepts très très bien amenés dans le film et d'une pertinence assez exceptionnelle. Je suis assez d'accord, ouais. Pour la dernière partie, le côté, tu sais, du bal du lycée aussi, l'innocence, je trouve, qui est bien retranscrite. Et ouais, le truc du bal avec la copine, la danse, tout ça. Encore une fois, ça touche au plus profond du cœur. Enfin, c'est rare en fait qu'un film comme ça arrive à toucher pile chaque point qu'il aborde soit un point sensible personnel. Enfin, souvent, tu te reconnais dans un film par un biais, un endroit, un moment, une scène qui fait écho à ta vie ou quoi. Là, il y en avait une bonne dizaine. Tu vois. Ouais, non, mais moi, je te comprends tout à fait. Moi, le Royaume des Abysses, c'était ça. Hein. Mais ça, bon, bah, c'est entièrement personnel, mais. Oui, non, mais de toute façon, moi, tu sais, je trouve qu'on devrait plus parler de l'affect et du personnel dans les trucs quand on parle cinéma. Se concentrer sur le factuel, l'objectivité, c'est très bien, mais faut aussi parler de ce que ça provoque de personnel chez nous, quoi. De toute façon, même si on met de côté le personnel, on l'a dit, la réalisation parfaite. J'ai pas parlé de la musique, les petites notes au piano, le thème du film. Je l'ai pas encore réussi à le retrouver sur YouTube. Mais le jour où ce sera. Ça faisait très Forrest Gump, ça. Ouais, j'allais te l'accorder justement. je me suis demandé à un moment, ils vont mettre une plume qui flotte dans le vide. Hein, ouais, mais de toute façon, Forrest Gump est un de mes films préférés aussi. Donc bon, bah le parallèle est, il est bon. Voilà, la musique était aussi assez exceptionnelle. Tous les les 2 séquences de danse, j'ai trouvé ça assez ouf. C'est rare des fois, mais ça me coupe pas dans mon immersion. Mais je me dis, mais combien de prises ils ont dû faire? Ils ont dû mourir. C'est pas possible. Et d'ailleurs, en plus avec un jeune acteur. Tu parles de celle du deuxième. Ah, les deux. C'est Tom Hiddleston qui danse incroyablement bien d'ailleurs. Oui, d'ailleurs. Ouais. Mais même le jeune se démerde super bien et ouais, en fait, moi ça m'a filé la banane. Enfin, en tout cas pas la première acte. En tout cas, tu vois, voilà, il a réussi à me foutre au plus profond et après à m'en faire ressortir et finalement comme le personnage. Par contre, parce que c'est une question qui m'est restée dans la tête en sortant du film, je me suis vraiment posé la question et peut-être que tu as la réponse. Mais vu la charge émotionnelle de la première scène, pourquoi il a pas monté le film dans le bon ordre en fait? Enfin, moi je sais que personnellement l'émotion aurait plus marché en fait. Ah bah non, pas du tout. Moi je trouve justement que c'est une superbe idée parce que si tu mets le 3e acte à sa place, je pense que moi je me tire une balle à la fin. Ah oui, mais le but, le thème du film, c'est justement le fait de savoir que ça va se finir. Oui, mais justement inverser, c'est dire c'est horrible de savoir que ça va se finir, ça faut l'accepter machin, mais c'est de retenir le bon plutôt que le mauvais. C'est pour ça que je trouve que l'ordre est pertinent parce que c'est d'abord ce qui va mal se passer, ce qui va mal se finir, le côté nihiliste, puis après ce qu'il y a de beau là-dedans. Et du coup, le 2e acte fait parfaitement transition, quoi. T'as juste des fois à t'arrêter et danser au coin de la rue et ça peut être un des meilleurs moments de ta vie. Et en plus, lui, il sait même pas pourquoi il s'est arrêté ou quoi. C'est la simplicité du moment. Après un acte où on vient de te montrer le côté futile de la vie, tu vois, c'est beaucoup plus pertinent que de faire ça. Puis après,
le nihilisme, tu vois. Enfin, Ouais. moi, je trouve ça plus pertinent. En tout cas, ça m'a filé bien plus d'émotions que si c'était à la fin. Moi, à la fin, bon, ça aurait été la grosse déprime, quoi. Alors que là, il y a la déprime puis après le positif. Et je trouve ça beaucoup plus gratifiant, en tout cas pour moi. Alors, je sais pas si c'est... Peut-être que le film est un peu trop bien rythmé, parce que je me suis pas emmerdé une seule seconde, justement, mais j'ai trouvé le film assez court, en fait. Et pourtant, il fait 2 heures. Le film, il se retient facilement, il se résume facilement, enfin, j'ai trouvé le film un peu court. C'est un sentiment très étrange, puisque 2 heures, c'est pas rien, mais c'est peut-être sa simplicité qui donne cette impression-là, mais... voilà. Bah oui, justement, moi je pense que tu rajoutes, tu sais, comme je disais que c'était chirurgical par exemple dans le deuxième acte, mais pour moi il y a rien à rajouter. Si tu rajoutes quelque chose, tu perds en pertinence. Pour moi c'est pile ce qu'il faut, quoi. Comme je disais, ça a touché chaque point précis. Pourquoi en rajouter? En fait, je pense qu'il est même encore beaucoup plus complexe que ce qu'il laisse entendre. Je pense qu'il y a beaucoup plus de symbolisme et de thèmes abordés que ce qu'il laisse paraître. Ouais, après, vu que tu dis que le film est simple... Il a une simplicité complexe. C'est qu'il a l'apparence. Ah mais putain, je suis con, en vrai, c'est vraiment Hunting of Hill House, parce que, ouais, il y a littéralement une scène qui te montre ta mort dans Hunting of Hill House. Donc, ouais, c'est vraiment... Ouais. Ah ouais, donc c'est vraiment... Ah bah, pour le coup, ouais. Bah... Très belle. Bah, j'ai envie de le revoir. Après, il sera pas dans mon panthéon, je pense. Mais, ouais, top 10, sans problème. Je dirais pas que c'est rafraîchissant, mais c'est atypique. Voilà, la proposition est atypique. J'arrive pas trop à mettre un mot dessus, mais c'est... Enfin, c'est compliqué. Hein. Le film, il est étrange, beau, froid en même temps, mais chaud et froid. Il est froid, mais chaud en même temps. Enfin, c'est un ovni. Voilà, ça résume bien. On parlait des étoiles. Voilà, c'est un ovni. Oh, bah, d'ailleurs, désolé, je relance encore un truc, mais il y a une scène aussi qui m'a grave perturbé. C'est, tu sais, quand Chiwetel Ejiofor, il sort de sa maison et puis que je crois que c'est le moment où il y a plus internet ou quoi, il sort dans la rue et puis il dit à une voisine, hey, tu vas au travail? Elle fait non, il y a plus de travail, c'est la fin. De toute façon, ah oui, c'est au début, ça. Ouais. Oui, c'est au début. Et là, il parle avec juste une discussion avec le voisin. Et la discussion, elle commence comme une discussion normale. Hey, ça va? T'es en train de jardiner ou je sais plus ce qu'il lui dit. Avec Sammy de Scooby-Doo. Oui, voilà. Et putain, ce voisin, mais il m'a arraché la larme, ce mec. Ah oui, il est déprimant. Il commence à parler. C'est une discussion normale. Et puis après, le mec se décompose comme l'esprit de Chuck à ce moment-là, comme tout, ça va dans le sens du film. Ah, il vide son sac, c'est une scène toute simple et le mec m'a anéanti le moral, quoi. Ouais. Ce pauvre gars m'a fait une peine incroyable, mais comme Chiwetel Ejiofor, comme tous là, mais. Oui, par contre, j'ai pas trop bien compris le focus sur l'acteur dont tu parles depuis tout à l'heure là, chez Chiwetel Ejiofor. C'est pourquoi se focaliser autant sur lui dans la partie apocalyptique, alors que dans les autres parties, enfin les parties réelles, du coup, le gars c'est un caméo dans un bureau, quoi. Je pense que c'est le professeur, enfin c'est le prof de Chuck, tout ça. Je pense. Mais oui, mais on le voit pas être le prof de Chuck. Si, dans la première scène du film. Ah, oui, bon, d'accord. Enfin, non, dans la première scène du film, il est pas le prof de Chuck, il enseigne à une classe, quoi, donc tu le vois être professeur et justement. D'accord, donc t'en déduis qu'il y a Chuck parmi les élèves, quoi. Non, il y a pas de Chuck parmi les élèves. Il enseigne à une classe où on est dans le moment où, enfin, c'est au début du 3e acte, donc Chuck, il est en train de mourir sur son lit d'hôpital. Et il enseigne à la classe. En fait, je pense que vu que c'est le professeur et que Chuck l'a rencontré quand il était à l'école, je sais pas si c'était son professeur direct ou pas, mais en tout cas, il était dans la même école, ils se sont rencontrés. Donc Chuck l'a dans son monde mental. Et vu que c'est le professeur, c'est lui qui sait. Et bizarrement, c'est Chiwetel Ejiofor qui donne cette notion, tu sais, du calendrier cosmique avec les 12 mois et puis l'histoire de l'humanité, tout ça. Et donc cette notion de on est tout petit, de la fin de la vie rapide, tout ça. C'est lui qui donne ces notions-là parce que c'est le professeur. Et donc se concentrer sur lui, il y a à la fois ça qui est pertinent dans le film. Et je te disais aussi, il y a le côté méta avec le fait que c'est le mec qui jouait dans 2012 la fin du monde. Que là, c'est une version de la fin du monde. Comme je disais, lancinante, mélancolique. C'est ça le mot que je cherchais tout à l'heure. Le film est grave mélancolique et moi j'adore ça. La La Land, c'est mélancolique, j'adore ce film. Tous les films qui traitent vraiment bien de la mélancolie, je trouve c'est ce que je préfère et c'est ça en fait. Il y a de la mélancolie partout dans ce film. Donc ouais, pour Chiwetel Ejiofor, je pense que c'est ça quoi. Il y a à la fois le côté méta et à la fois c'est le prof de la vie de Chuck, donc c'est normal qu'on vienne chercher des solutions, des explications au sens de la vie au professeur qu'on a croisé, tu vois, dans le passé. Enfin, je pense il y a un truc comme ça. J'ai peut-être raté des éléments. Moi, c'est comme ça que je l'explique à ce moment-là.
C'est aussi parce que Chuck, lui, il est plus en capacité de parler, de s'exprimer. Il le dit à un moment dans le deuxième acte, d'ailleurs, qui est très touchant. Il dira un jour Chuck, il pourra même plus causer, il saura même plus la différence entre boire et pisser, enfin un truc comme ça. Oh. Et il dit mais il se souviendra de ce moment où il s'est arrêté de danser, tout ça. Donc tu vois, la beauté qui vient après le nihilisme. Enfin c'est beau, c'est touchant. Et il est plus sombre enfin on en discute là, je réalise qu'il est plus sombre que le souvenir que j'en avais du film quand même. C'est pour ça qu'il est très bien qu'ils mettent tout ça au début. ouais, c'est mieux en fait. Parce que, effectivement, tu te tires une balle à la fin. Le deuxième visionnage, j'ai fait oh putain, wow, je vais pas tenir le film. Et puis après, je me suis rappelé qu'il y avait la scène de danse où il y a le positif. Mais du coup, l'équilibre est parfait. La vie, c'est un peu de bonheur et beaucoup de caca. Et là, il est l'heure du caca. Mais vient le bonheur après. Et on finit sur un mix des deux. Bah oui, parce qu'on te ressort le côté Mark Hamill, la mort, accepter la mort. Le plus dur, c'est l'attente, I contain multitudes, tout ça. Enfin, on te ressort tout ça après. Mais au milieu, voilà, il y a le bas, le profiter de la vie, tout ça. Enfin, mais le film se termine quand même sur le personnage principal qui dit je vais profiter de la vie, puis je vais accepter la mort. Enfin, c'est fort quand même pour un. Enfin, je vois pas ça souvent un personnage qui se pose ces questions-là, et c'est des questions que tout le monde. Dans le Chapeauté 2, c'était ça. Hein. Ah oui, non mais oui, ça n'arrive pas jamais, ça arrive pas souvent. Non, mais Chapeauté 2, c'était justement très fort là-dedans, quoi. C'est côté on va se revoir, mais pas aujourd'hui. Si, hasta la muerte. Si, hasta la muerte. Ah ouais, puis j'ai eu ce petit truc en plus durant la scène de bal, puisque je voyais qu'il y allait pas au début, je me disais mais qu'est-ce qu'on est con quand on est jeune, vas-y, putain. Bah oui. C'est frustrant. Encore une fois, le point sensible. Quand on est jeune, j'ai que 26 ans, mais bon, c'est pas après, moi je m'en fous, j'ai pas eu de balle de collège ou de lycée, quoi, donc il y en a des œuvres ode à la simplicité de la vie cette année. Bah il y a We Live in Time dont je parlais, il y a Bref 2 aussi, c'était Monsieur Tout le Monde avec des imageries de ouf. Voilà quoi. Ah, c'est un peu récurrent cette année, j'ai l'impression. C'est tout pour toi? C'est tout pour moi. Super Strike. J'ai vraiment bien envie de le revoir. Je pense pas qu'il sera numéro 1 parce qu'il y a d'autres films qui m'ont bien plus. Je dis pas que ce film m'a pas marqué, mais disons que comme il a ce côté un peu. Bon après je peux parler vu mon film préféré de tous les temps. Disons que j'ai un peu envie de l'oublier pour le redécouvrir, alors que il y a d'autres films un peu au-dessus que j'ai envie de revoir sans problème, quoi. Mais ça en fait une qualité quelque part, parce que le film est tellement riche que j'ai envie de garder ce sentiment de découverte quand je le vois, quoi. Mais moi aussi j'ai hâte de le revoir, parce que je pense que, comme je disais, qu'il est plus riche que ce qu'il n'y paraît, que la simplicité c'est l'apparence et dans le fond c'est la complexité. Moi je pense que seul Wicked pourra le détrôner, je pense. Enfin, on a la capacité, je pense. Mais on sait jamais quoi ça sera fait, parce que c'est ça aussi, j'en finis sur le film, je parle de l'année, mais quand je disais qu'il y avait très peu de propositions, moi, qui m'avaient satisfait cette année, c'est dingue parce que pendant toute l'année, voilà, je retiens Compagnon Sinners pendant 5 mois, et là, il y a le mois de juin qui arrive, 3 films du mois de juin, pam, dans le top 10, immédiatement. Donc, je me dis, tu vois, on n'est jamais à l'abri de bonnes surprises. Ah ouais, on n'est jamais à l'abri, il y a beau avoir un No Man's Land, il y a toujours du bon au fond, quoi. Comme le film le dit, quoi, il y a toujours du bon après. Bon, ma plus grosse hype de l'année, c'est, je m'en fous, c'est Squid Game, la dernière saison. Je pense que cette trilogie de séries va être un putain de chef-d'œuvre. Ah bah j'espère pour toi que ça va être mortel. Bon, alors est-ce que tu as un dernier mot à dire sur Life of Chuck? Allez kiffer la Life of Chuck. Et merci Mike Flanagan. Ouais. Je vais m'intéresser un peu plus à ce qu'il a fait, parce que comme toi, moi aussi du coup. Comme toi, à part Dr. Sleep et ces deux séries, j'ai pas vu ce qu'il a fait, donc. Mais voilà, les deux Dr. Sleep et Hunting of Hill House, c'était déjà des mastodontes, donc je suis curieux. Et s'il arrive à pondre ça, qui change quand même radicalement de registre, c'est cool. Ah, c'est ça. Puis en plus, apparemment, Jesse, je crois, c'est aussi une adaptation de Stephen King. Il me dit, putain, il y a 2 adaptations de Stephen King, enfin en tout cas 2 qui proviennent de l'esprit. 3 du coup. Ouais, mais du coup, enfin 2 que j'ai vus. Je me dis que le 3e, il y a peu de raisons que je n'aime pas. Ouais. Bon, eh bien, merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à vous abonner à nos 2 chaînes. Et puis, on se dit à plus tard pour de prochains épisodes du podcast. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao. Tchuss.